Troisième et dernière partie de notre émission. Le numéro de ce jour est consacré à la problématique du développement. En Afrique, nous avons abordé des aspects importants dans la première et la deuxième partie de notre émission. Consacrons cette partie au décryptage des obstacles. Nous avons fait le diagnostic, nous avons identifié l'échec à la fois des élites dirigeantes depuis l'indépendance. Nous avons exploré, ou du moins fait le décryptage de la théorie du troisième homme. Et comment, vous savez, dans une récente interview, le président du Rwanda, Paul Kagame, dit à des confrères de la presse écrite internationale: si je vous dis que les Africains sont les seuls responsables des maux qui minent l'Afrique, je n'aurai raison qu'à moitié. Ce qui suppose effectivement que nous avons aussi nos responsabilités. Il y a des responsabilités extérieures, mais nous avons nos responsabilités. Professeur Nicolas Agbo, dans la première partie de notre émission, nous avons suivi un extrait de Amadou Hampâté-Bâ. Et il dit: nous ne voulons plus des imitations serviles. Nous ne voulons plus des acquiescements naïfs. Nous voulons être respectés. Et il fait une belle association entre, il dit, comme vous nous avez enseigné les lois de la douane, chaque paquet politique que vous expédierez désormais chez nous sera déballé de façon à ce que vous ne fassiez pas passer de l'acide pour du sucre. Sauf qu'il y en a parmi nous qui voient que c'est de l'acide et qui laissent passer quand même. Comment on fait? Bien, merci. Il faut d'abord rappeler avec force que le respect et la considération ne se demandent pas, mais se méritent. Et ce mérite, il faut l'acquérir par son comportement. Ce qui veut dire quoi? Il faut rappeler avec insistance aux Africains le sens de l'honneur et de la dignité. C'est ça. Lorsqu'on a le sens de l'honneur et de la dignité, on ne passe pas son temps à mendier, encore moins à éduquer son enfant à mendier. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour que les Africains soient heureux. L'Afrique est le réservoir de toutes les richesses du monde, à commencer par les terres agricoles. 60% des terres arables, c'est-à-dire les meilleures terres favorables à l'agriculture, sont en Afrique. Donc, on a tout. Le problème majeur des Africains, c'est que, surtout de ceux qui sont là, on leur a appris à bas âge qu'il y a d'autres qui viendraient les développer. Et j'ai déjà, à l'introduction, rappelé que le mot « développer », en fait, remplace le mot « civilisation ». On nous disait, nous sommes des sauvages, on va nous civiliser. Donc, ce que nous sommes en train de dire, nous disons aux Africains d'arrêter de se rendre ridicules. La politique du troisième homme que nous avons déjà évoquée, il faut rappeler ça. Elle consiste, pour le premier homme envahisseur, dans le cas d'espèce, c'est la France, c'est l'Europe et d'autres, qui viennent envahir le deuxième homme, ce sont les millions d'Africains qui sont là. Mais pour y parvenir, il faut passer par une petite poignée d'Africains, professeur, qui appuient sur la gâchette et titulent leurs propres frères. Je vais prendre un exemple concret. Oui. Pour que vous nous disiez mieux en tant que doyen, l'un des deux doyens autour de cet un exemple concret. Mais je m'excuse pour mon exemple, hein, je m'excuse, mais c'est l'exemple le plus parlant que je trouve. Le Mali dit: vous, armée française, vous ne faites plus mon affaire. Je ne suis plus d'accord avec vous. Oui. Sortez de chez moi. Le frère du Niger, le Niger de Bazoum, dit: vous pouvez venir rester dans ma maison. Non, je vous donne l'exemple pour que vous compreniez. Ce qui est mauvais pour mon frère, moi je dis, il peut venir rester chez moi. C'est-à-dire face au portail de mon frère. Voilà.
les deux n'ont pas pu s'asseoir, Mali et le Niger, les deux n'ont pas pu s'asseoir pour discuter, comprendre, mais en quoi il est mauvais pour toi? Ok, ah, mais s'il est mauvais pour toi, c'est qu'il est aussi mauvais pour moi. Donc, on le laisse partir loin, loin, loin alors. Mais le frère a pris celui qui est mauvais pour son... Et là, hébergé. Bazoum, il faut dire son nom. Non, mais moi, je n'ai rien contre la personne. On parle de... C'est le système en soi. Si ce n'est pas le président Abdourahmane Tiani, il serait encore là aujourd'hui. Oui. Mais on n'a rien contre l'armée française, bien entendu. Voilà un exemple concret. Oui. Comment on fait Très bien. pour régler ça? Combattre la servitude volontaire. Voilà. C'est ça. Et en restant sur ce cas précis, vous ne voulez pas qu'on dise son nom, mais s'il faut le dire. Ah non, mais nous, on n'a Non, pas de problème non, personnel que ça avec soit clair. Parce que c'est le même Niger. Le Niger d'hier qui a accueilli l'armée française chassée du Mali était dirigé par Mohamed Bazoum. Et quand le régime a changé avec le général Tiani, ils ont dit non. Vous, l'armée française, vous qui avez été accueillis par mon prédécesseur Bazoum, eh bien, vous n'êtes pas les bienvenus. Et ils ont chassé l'armée française. Ils sont allés pas loin. Ils ont voulu aller au Burkina. Eh bien, Burkina, qui était dirigé par monsieur, comme il s'appelle là, bon, maintenant le Burkina est dirigé par Traoré. Mais vous voyez les problèmes, non? Non, mais je suis en train de dire, parce que ça veut dire en clair, il y a l'éveil de conscience. C'est pourquoi nous sommes optimistes. Nous sommes optimistes parce qu'il y a des Africains qui étaient en avance pendant les indépendances, qui ont été tués, il faut le dire, et ont été maintenus au pouvoir ceux qui pouvaient faire l'affaire du colonisateur ou bien du néocolonisateur. Mais l'Afrique d'aujourd'hui, à laquelle nous parlons, nous disons avec insistance qu'il y a la politique du troisième homme, dont se sert l'envahisseur. Donc c'est à vous de ne pas jouer le jeu contre vous. Parce que c'est ça. Donc les solutions existent. Nous disons l'avenir de l'Afrique est radieux. Avec quoi? La monnaie unique, l'industrialisation, l'État fédéral. Et je dirais même avec la solution anthropologique. Même la conditionnalité, il faut arrêter la politique du troisième homme. Dire que si nous rejetons ensemble, parce que si nous sommes unis, aucun envahisseur ne peut nous avoir. Or, cette politique date depuis la traite des Noirs. Ce ne sont pas tous les Européens qui sont venus en Afrique pour asservir les Africains. C'est une petite poignée d'Européens qui sont venus, qui ont compris qu'il faut se faire des alliés objectifs sur place, en leur donnant des bonbons, tout ce que vous voulez, et qui ont joué, ces Africains qui ont joué contre leurs propres frères, contre leurs propres sœurs, et jusqu'à présent. Donc, les envahisseurs modernes continuent toujours de penser qu'ils peuvent se servir d'une poignée d'Africains pour aller contre l'écrasante majorité des Africains. C'est ça l'obstacle majeur. C'est ce qu'on appelle la politique du troisième homme. Donc, les jeunes Africains, au lieu de prendre, et là je termine, au lieu de prendre le chemin de l'exil de façon stoïque, aller mourir dans le désert africain, dans les océans, aller se faire esclaves volontaires dans les pays arabo-musulmans, nous disons et nous répétons, vous êtes en train de faire l'erreur monumentale. Et Traoré du Burkina l'a dit à Moscou. Oui. Bon, que désormais, si vous voulez faire ce genre de marche, venez vers la présidence. Parce que c'est là-bas que se trouve votre solution. Donc, nous sommes parfaitement convaincus que s'il y a des gens qui se trompent pour dire que leur solution se trouve ailleurs, mais l'écrasante majorité des Africains, cette écrasante majorité doit comprendre que la solution africaine se trouve en Afrique. Et ces solutions-là, que les autres ne viendront jamais leur proposer, c'est ce que nous répétons, c'est la monnaie unique, c'est l'industrialisation, c'est l'État fédéral et la solution anthropologique. Voilà. Donc, si nous savons où nous allons, que nous allons, ce chemin-là nous conduit vers le ciel, eh bien, nous serons forcément unis. Nous serons forcément unis parce que c'est ici. Il faut aller vers le soleil.
et non pas vers l'obscurité. Ouais. Tant que nous n'avons pas résolu ces problèmes, malheureusement, nous allons jouer contre nous et en faveur de l'ennemi. Parlons concrètement. Nous sommes en train de parler des obstacles, mais à la fois des solutions et des obstacles. On va prendre des exemples concrets pour qu'on comprenne d'où vient le problème. David Asiba Johnson, quand vous quittez, vous êtes Togolais, béninois, mais prenons Togo, le Togo comme pays d'origine. Quand on quitte Lomé pour aller au nord, pour aller à Dapan, il y a de vastes étendues de terres cultivables, très riches. Quand on quitte Abidjan pour Korogo, il y a de vastes étendues de terres cultivables, très riches. Quand on quitte Bangui pour Bosanga ou pour Bimbo, il y a de vastes étendues de terres cultivables qui ne sont pas exploitées. Et nous mourons de faim. Comment comprendre ça? Qu'est-ce qui fait qu'on soit aujourd'hui obligé d'importer du blé de l'Ukraine? Même un pays comme la RDC importe de la tomate. Mais comment vous comprenez ça? Comment on peut expliquer ça? Vous savez, il y a deux choses. Je vais rappeler sur la macroéconomie, en termes de macroéconomie, en fait, en réalité, vous avez deux équations fondamentales de grandeur. C'est d'abord ce qu'on appelle le déficit extérieur, qui est égal à l'exportation moins les importations. Après, vous avez la second indicateur, c'est G moins I, c'est en fait les dépenses de l'État moins les impôts. Oui. Voilà. Alors, on va essayer de travailler avec ces deux éléments. Oui, mais de façon à rendre ça accessible à... Voilà. Je sais, vous êtes professeur, je sais, mais pour que... Voilà. Comment se fait-il qu'on meurt de faim alors que... Voilà. Voilà. Déficit extérieur, exportation moins importation. Le problème que vous soulevez de dire que nous avons des terres arables, etc., c'est par rapport à I. Oui. La I des importations. On va travailler les importations. Oui. Les I des importations, effectivement, c'est la politique de l'import-substitution, c'est-à-dire que vous avez des ressources endogènes qu'il faut nécessairement valoriser. Oui. Alors qu'à l'époque, les recommandations du FMI étaient de se dire, écoutez, vous n'avez pas forcément le capital humain pour pouvoir valoriser, etc. Donc, dans le cadre de la Banque mondiale, une certaine politique industrielle avait été définie et bêtement, nous sommes lancés dans cette politique qui était celle, en fait, de privilégier, en fait, les importations par rapport à la production locale. Donc, quelqu'un a bien réfléchi là-dessus, que ce soit Thomas Sankara, il a dit consommons local, etc. Donc, on a eu des grandes tendances. C'est une question de bon sens, n'est-ce pas? C'est très bien Comment? C'est une question de bon sens. Ah oui, mais d'accord, peut-être le bon sens. Le bon sens, c'est peut-être la chose du monde la mieux partagée, mais on dirait qu'en Afrique, on marche sur la tête. Maintenant, prenons les exportations. Pour les exportations, qu'est-ce qui se passe? Les exportations, en fait, en réalité, et c'est l'acquisition des devises. C'est l'acquisition des devises et sert à acquérir des devises. Oui. Acquérir des devises, c'est quoi? C'est pouvoir consommer ce que vous ne produisez pas, vous. Oui. Donc, sur le problème qu'on voyait, qui était les devises, qui étaient les devises du continent africain, par exemple, dans le cadre du franc CFA, le E, au lieu d'être complètement utilisé avec un coefficient ρ est égal à 1, il était ρ est égal à 65 et ρ est égal à 50. Donc, c'est-à-dire, les devises E, là, c'est simplement que ρ 0,50 de E. Maintenant, si vous prenez... Moi, je n'étais pas bon en mathématiques du tout. Hein, alors, non, mais c'est 50% de E. D'accord. Donc, alors, le déficit extérieur, si vous avez E moins I, 50% de E moins I, ça veut dire que tout simplement, vous avez en fait un déficit extérieur assez élevé. C'est ça, en fait, le problème. Donc, maintenant, la question que vous posez, sur laquelle on se focalise, etc.,
on appelle ça des externalités et en théorie économique. Vous avez des externalités positives et vous avez des externalités négatives. Ce qu'on appelle des externalités positives, vous pouvez regarder, quand l'abeille bitume la fleur, elle permet à la fleur de se développer, etc. Et quand vous prenez les externalités négatives, effectivement, écoutez, quand je produis et je jette les acides dans le fleuve, effectivement, tous ceux qui sont dans l'espace, en subissent les effets. Bon, en conclusion, qu'est-ce que je retiens? Alors, encore une fois, c'est très mauvais en mathématiques. Non, mais c'est pas... J'ai pris quand même des équations élémentaires, mais c'est ces équations élémentaires, c'est parce que... Excusez-moi, professeur. Permettez-moi. Oui. C'est juste la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cette impasse. Oui. Nous nous retrouvons dans cette impasse par rapport à ces deux, le déficit extérieur et le déficit public. Oui. Si les chefs d'État étaient à même de comprendre ce qui est élémentaire, le pilotage macroéconomique se ferait dans de meilleures conditions, parce que les enfants ne seront pas jetés dans la Méditerranée, nous contrôlerons l'inflation, nous allons regarder le problème de l'emploi, mais c'est exact. Et simplement, c'est très simple. Ne regardez pas cela comme des équations qui ne sont pas digestibles. Ce sont des choses élémentaires. Je vends, j'achète. Si j'ai la possibilité d'acheter moindre et que je produis moi-même, l'excédent par rapport à ce que j'ai vendu, j'ai beaucoup dans ma caisse. Mais pourquoi est-ce que je ne produis pas ce dont j'ai besoin de façon prioritaire? C'est-à-dire, puisqu'on parle d'autosuffisance alimentaire, mais d'accord. Mais je dirais même plus, il y a la déclaration de Maputo qui veut que chaque État consacre 10% de son budget à l'agriculture. Mais et ce n'est pas tous les États qui le font. Nous l'avons défini tout à l'heure sur le problème du déficit de vision, d'inexistence d'une politique industrielle qui contienne justement les filières agronomiques. Nous l'avons dit, c'est des problèmes stratégiques. Toute la discussion d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème juridique, c'est pas un problème, c'est un problème stratégique. Sur les problèmes stratégiques, quels sont les obstacles majeurs qui font qu'on ne puisse pas, qui font que nous nous retrouvons dans une situation? Il y a des outils. Ces outils, par exemple, on dit, nous avons des menaces, nous avons des opportunités, nous avons des forces, nous avons des faiblesses. Prenez ces trucs-là qui sont élémentaires. Et faiblesses. Ils commençaient à identifier les faiblesses. La servitude volontaire. Par exemple, quand un agent de la DSGE dit que maintenant que l'ambassadeur de France est parti, nous allons pouvoir déstabiliser le Niger. C'est dit clairement. Donc, vous y dit. Donc, se trouve le problème de la sécurité. Donc, avec ce que je lui ai dit, là, ce que je veux dire, et environnement, menaces, opportunités, forces et faiblesses, faisons-le, analysons, et à partir de ce moment-là, nous allons attaquer des solutions, et on va constitutionnaliser, on va utiliser justement les ressources juridiques, économiques, d'ingénierat, pour justement faire le saut qualitatif dont nous avons besoin. Merci, professeur. Je vous pose autrement ma question, notamment liée à l'agriculture. Vous avez expliqué dans une précédente émission que pour faire baisser le prix du riz, il suffit de produire davantage de riz et on règle la question de l'inflation liée au riz. Oui. Vous l'avez déjà expliqué. Oui. Pourquoi, alors qu'on a les moyens de produire du riz, on n'en produit pas? Pourquoi aujourd'hui on continue, pour les pays surtout qui disposent de terres adaptées à la culture du riz, importent encore du riz du Pakistan, de la Chine, et donc restent soumis aux fluctuations des prix fixés par la Chine et le Pakistan, par exemple. Bien, merci. Je ne citerai pas un seul pays, mais l'écrasante majorité des pays africains qui vivent de l'importation de leur nourriture. Je dis bien qu'ils vivent de l'importation de leur nourriture. C'est d'abord, nous sommes obligés de dire que c'est un manque de vision stratégique, comme il le dit. Deuxièmement, même si ça peut déranger, c'est un manque de patriotisme. Un jour, il a dit, c'est un manque de patriotisme, mais j'ajoute, c'est un manque de sens de l'honneur et de la dignité. Parce qu'individuellement pris, je ne le vois pas le même dirigeant qui dirige tout un pays
je ne le vois pas en train de mendier sa nourriture chez le voisin. Il prendrait toutes les dispositions pour qu'il puisse se nourrir lui-même. Mais on éduque nos propres enfants biologiques de telle sorte que plus tard, ils soient indépendants, autonomes. Donc, ce que je suis en train de dire, si ces gens, ces dirigeants-là comprennent qu'ils ont un intérêt vital à produire ce qu'ils mangent, bien sûr, toutes les dispositions seront prises. Je prends un cas comme le Brésil. Le Brésil, vous allez au Brésil, vous avez des machines agricoles de tous les niveaux. bien sûr. Si nos dirigeants, le jour où ils vont opter pour le sens de l'honneur et de la dignité, pour qu'à la rencontre internationale, ils ne se voient pas comme des mendiants, eh bien, ceux-là, ils vont dégager les moyens économiques, les moyens de production pour dire, bon, voilà, les agriculteurs, voilà. Nous ne sommes plus à une époque d'une agriculture artisanale. Parce que la population augmente. Il faut que le paysan trouve d'abord plaisir à travailler parce que les moyens de production sont modernes, ça c'est déjà un. Deuxièmement, il faut que lui-même, il trouve ce que j'appelle de l'argent nécessaire pour mieux vivre et laisser même cela à son enfant comme héritage. Or, aujourd'hui, bon, je vais quand même donner une illustration. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. Je ne dis pas que je suis là pour faire la propagande. Mais Houphouët-Boigny avait mené une politique agricole telle que... C'est vrai. Eh bien, avec les sociétés d'État... C'est vrai. C'est-à-dire les sociétés qui appartiennent à l'État. Il avait mené une politique de production du riz. 10 usines. Et la Côte d'Ivoire non seulement arrivait à se nourrir, à s'autosuffire sur le plan des riz, mais exportait du riz. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, ces sociétés d'État ont été mal gérées comme la plupart des sociétés d'État. Et quand le FMI est venu avec ces mesures drastiques pour dire, bon, il faut supprimer les sociétés d'État parce que ce sont des trous. Enfin, ça gaspille de l'argent. Et puis tout ça, ils ont démantelé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me permets de vous le dire parce que j'ai étudié cette question en profondeur. Eh bien, ils ont dit tout simplement que, bon, c'est terminé. Non seulement ça. Pourquoi ça s'est passé ainsi? Parce que les dirigeants nommés à la direction de ces sociétés-là ont trouvé plus rentable pour eux-mêmes en tant qu'individus. Rentable quoi? Importer du riz plutôt que de financer les agriculteurs. Parce que, regardez le schéma, lorsqu'il dit, nous allons importer pour, je dis n'importe quoi, hein, pour 200 tonnes de riz, c'est lui qui choisit le fournisseur. Le fournisseur. Vous comprenez? Donc, le fournisseur va donner les 200 tonnes de riz, mais en réalité, sur 200 là, derrière, il met 1. Ça fait 1200 tonnes. Le surplus là, l'État va payer, mais c'est pour lui. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand le riz arrive au port d'Abidjan... Ah, vous ne parliez pas d'Abidjan. C'est un exemple, n'est-ce pas? Mais j'explique, parce que c'est ce qui se passe dans plus de pays. Je dis, pourquoi on trouve intérêt à importer ce qu'on peut produire localement? Parce qu'avec le paysan, n'a aucun intérêt. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Son peuple va manger. Mais je suis en train de vous expliquer mais je comprends. Pourquoi c'est dommage. La plupart des Africains qui vivent de l'importation, je suis en train d'expliquer quelque chose de fondamental. Oui, ça c'est... Un pays comme le Gabon, comme ça, qui est perdu au port, il y a la mer. Bien sûr. Mais le Gabon vit des poissons importés de la Chine, non, de l'Argentine, etc. Des viandes comme les poulets, tout ça, c'est importé. Alors qu'on dit même... Bon, bref, je continue. Arrivé à Abidjan, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut stocker le riz. Quand on stocke le riz, il faut faire sortir. Et on veut, ce qu'on a fait, on fait une péréquation, c'est-à-dire celui qui est à Abidjan doit payer le riz au même prix que celui qui est, par exemple, à Korogo, très loin. Donc, il faut subventionner. Mais tout ça, lui, il intervient. Ensuite, les voitures, les camions qui vont partir d'Abidjan pour aller au nord là-bas,
Mais lui-même, non seulement les camions lui appartiennent, mais écoutez-moi très bien, vous avez été à Abidjan, tant mieux. Eh bien, quittez Abidjan, un quartier d'Abidjan, ça s'appelle Benjerville. Oui. Lui, il va facturer pour dire que ce camion qui livre à Benjerville livre en réalité. Alors, vous comprenez que les Africains C'est pas drôle ont du tout. cette intelligence Oui. de tricher et, comme on le dit, on s'en fout. C'est l'État qui paie. Bref, il faut une nouvelle conscience. Absolument. Il faut une nouvelle conscience conscience citoyenne et des patriotique. citoyens et des dirigeants. Bien sûr. Et ça, rien n'est éternel, ça peut venir. On le voit, C'est et ça je qui est positif. m'excuse, On a avec des- les États, avec l'association des États du Sahel. Bien sûr. Voilà. Donc, pour nous, nous pensons que nous avons un devoir de conscientiser les jeunes Africains pour dire rien n'est perdu. La solution, elle est là. La solution, elle est là. La solution, c'est quoi? C'est la monnaie unique, c'est l'industrialisation, c'est l'État fédéral. Vous-même, vous venez d'Abidjan. Vous voyez, quand vous arrivez à Abidjan, il y a tout le monde. Vous ne voyez pas que c'est la CEDEAO en miniature qui est là? C'est toute l'Afrique qui est là. Bien sûr. Ceux qui connaissent Abidjan, ils savent que c'est l'Afrique qui est là. Et je termine en disant que c'est ce que l'ennemi sempiternel a vu. C'est pourquoi l'ennemi cherche à quoi? À démanteler la Côte d'Ivoire. N'oublions pas qu'il y avait eu la rébellion. La première préoccupation de l'ennemi, c'est de couper la Côte d'Ivoire en deux. Vous voyez le Soudan. Le Soudan est coupé en deux. Bien sûr. Vous voyez la RDC. Ils veulent couper la RDC en deux. Et ainsi, en voie. chercher à nous diviser pour nous affaiblir Davantage. et nous dominer comme on le voit avec Tida. Tida du Mali. Oui. Dieu merci. Ça a été reconquis. Ça a été reconquis. C'est pour vous dire, et c'est là je termine définitivement pour dire, Oui. les Africains doivent prendre conscience que l'ennemi sempiternel n'y dort pas. Et nous sommes en guerre Constante, permanente. permanente. Il faut rester en éveil, Il vigilant. faut toujours être en éveil. Tant qu'on oublie ça et qu'on croit à des aides en provenant d'Italie maintenant, Oui. pour ne pas dire normalement c'est la France, mais comme la France, elle est de plus en plus renvoyée en Afrique, c'est quoi? Elle dit, bon, on fait la passe, on met la couverture de l'Italie. Tout ça, c'est pour se foutre de nous, comme on dit, excusez-moi du terme. Je vous en prie. Donc, nous disons et nous répétons aux Africains que la solution, les vraies solutions sont en Afrique. En Afrique, absolument. Voilà. Je vous pose, j'ai commencé par les aînés, je finis avec vous, Jean-François Kandji, mais je vous pose une question, je vous pose la question avec gravité et indignation aussi. Le professeur David Asiba Johnson est ingénieur, mathématicien. Il a dirigé l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand. En France. En France, Entre autres. entre autres. Et puis j'ai une compétence dans l'industrie. Mais J'ai accompagné les avions je Marcel dis ça Dassault, juste. euh, Je dis ça juste. la Il a Thomson. non seulement la compétence, mais il a aussi la pédagogie d'enseigner, de transmettre le savoir aux jeunes générations au Togo. La question, c'est pourquoi peut-on faire économie, et au Bénin, et même au Sénégal, vous êtes né à Dakar, comment peut-on faire économie de ça? Le professeur Nicolas Agbo a écrit plein de livres en économie. Il enseigne l'économie en France depuis des décennies. Aucun de ces livres n'est étudié dans une faculté de sciences économiques en Afrique. On préfère étudier les Keynes, les théoriciens britanniques, américains, français, etc. Et nos économistes africains qui connaissent nos réalités, qui ont écrit des livres en fonction de nos réalités, sont négligés. Personne n'enseigne les livres, n'étudie les livres du professeur Nicolas Agbo à l'université, dans une université. Et en Afrique, vous êtes agrégé de droit. Vous êtes professeur de droit. Vous enseignez à la Sorbonne. Qui peut croire que la faculté des sciences juridiques de l'université de Bangui n'a pas besoin de vous pour former les jeunes générations? La question c'est, comment se fait-il que l'Afrique laisse ses cerveaux à l'étranger
alors qu'elle en a besoin sur place pour son développement. Si on a eu des problèmes de compétences en 1960, on n'en a plus aujourd'hui en 2024. Sans compter ceux qui sont aux États-Unis. Mais bien sûr, sans compter ceux qui sont à Londres, en Allemagne, aux États-Unis, partout, en Australie, même en Chine, au Japon, partout il y a des cerveaux africains. Comment se fait-il que nos dirigeants n'arrivent pas à créer les conditions de leur retour pour qu'ils s'attellent et qu'ils contribuent au développement? Moi, je ne comprends pas. Vous comprenez? Mais je ne comprends pas davantage. Je ne comprends pas davantage, mais je crois que nous tirons à la fin de l'émission. Oui, malheureusement. Et vous posez là une question grave, terrible. Gravissime. Et qui n'est pas très loin, dans mon esprit, de la première question que vous avez posée à propos de l'agriculture. Oui. À mon avis. Les deux peuvent se rejoindre. J'ai entendu mes collègues tout à l'heure fonder ça sur la théorie du troisième homme. Et non, pas du troisième homme, sur le déficit de pensée stratégique. Oui, voilà. Stratégique. Déficit de pensée stratégique. Moi, je le ramène aussi, j'y souscris, mais j'y ajoute que ceci est la traduction aussi de la politique du troisième homme, oui. Parce que la politique du troisième homme, c'est pas seulement l'Occident ou d'autres. Non. Aujourd'hui, la Russie joue le même rôle en Afrique. C'est pour ça que lorsqu'on dit l'évolution ne doit et ne peut venir que d'Afrique, moi j'y souscris. Autrement dit, ce n'est pas seulement, le troisième homme, ce n'est pas seulement celui derrière qui il y a l'Occident et qui va venir flinguer ses propres frères parce qu'il veut le pouvoir. Mais le clou, c'est celui-ci veut le pouvoir pour lui et pour imposer ses propres intérêts comme étant des intérêts collectifs. Et ceci, pour le dire plus clairement ou plus pratiquement, pour que nos frères africains comprennent, aller dans n'importe quel forum économique en Afrique, il y a un choix qui est fait par des Africains qui sont au pouvoir, qui est fait par des Africains qui sont des opérateurs économiques, qui est de privilégier l'investissement étranger. Et il y a des outils pour cela. Oui, vous aurez toujours les personnalités, les experts du FMI ou de la Société financière internationale qui seront dans ces forums-là. Oui, parce que la doxa, souvenez-vous, j'ai parlé tout à l'heure d'économie extravertie. Oui. Ce modèle d'économie extravertie, nous y sommes encore. Et on préfère, et pourquoi on le préfère? Pourquoi ceux qui sont au pouvoir vont préférer privilégier les financements internationaux ou l'investissement international? Parce qu'ils se créent des alliés ailleurs pour rester au pouvoir. Et pour pouvoir exploiter un pays, et ceux-là, ils ne viennent pas pour faire le bonheur du peuple. Ils viennent, et c'est logique, dans la logique économique, ils viennent pour leurs intérêts, pour faire des profits. Et donc, du coup, en revenant à la question que vous avez posée, un des critères, à mes yeux, de la solution de gouvernance désirable pour l'Afrique. On a évoqué tout à l'heure les États de l'AES, mais j'attends de voir que ces États de l'AES, ces gouvernances-là, se fassent accompagner par des compétences africaines de tous ordres. Je dis bien de tous ordres, parce que l'enjeu, c'est de cloisonner, c'est-à-dire de séparer l'élément de compétence de l'élément de conviction politique, philosophique et sociale. Et l'Afrique doit être plurielle. C'est ça. Elle est plurielle. Elle a été plurielle du temps de nos anciens. Pourquoi elle ne le serait pas aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est toute cette élite intellectuelle qui se trouve à l'étranger. Mais ce n'est pas seulement elle. Il y a une élite intellectuelle disposant de compétences qui sont dans les pays africains, mais qui sont réduits à l'état de mendicité lorsqu'ils ne remplissent pas la condition politique et sociale pour pouvoir exercer leur art. Leur art. Et donc, ceci, c'est faire confiance aux compétences africaines, parce que l'Afrique ne se développera qu'avec ces compétences-là. Et puis, par ailleurs, on en arrive à la question de la formation. Nous sommes ici 3 formateurs. On n'a pas des compétences, les compétences ne sont pas perpétuables, nous sommes tous des mortels. Bien sûr. Il faut former l'avenir, il faut former la jeunesse pour l'avenir. Et cette jeunesse africaine a besoin aujourd'hui
d'être formés Oui. en Afrique Oui. aux problématiques africaines, Absolument. c'est-à-dire à la prise en compte du matériau africain Oui. pour pouvoir construire Bien l'innovation sûr. demain. Oui. Parce que les innovations qui nous sont importées, on a cité tout à l'heure, et je terminerai par là, on a cité par exemple TikTok. Oui. Nous avons aujourd'hui une jeunesse qui est friande Oui. de toutes ces technologies qui procèdent de la mondialisation. La mondialisation, nous croyons que c'est le bonheur absolu. Mais en réalité, puisque nous ne construisons rien dans la mondialisation, Bien sûr. nous sommes des consommateurs, Oui. nous consommons les cultures des autres, Oui. les inventions des autres, nous servons les intérêts des autres. Et nous ne construisons pas les propres nôtres. C'est ça. Par exemple, au lieu de se saisir de TikTok, TikTok, vous le savez très bien, Oui. en Afrique, ce sont nos jeunes enfants Ah oui, oui. Et nos filles, qui s'exhibent, alors que devant là des où caméras. a été créé TikTok, vous ne trouvez que des modules scientifiques, d'éducation, Éducatifs. Absolument. etc. Oui. Nous, on aurait pu se saisir de cela Ben pour non, faire mais- aussi de l'éducation. Nous, c'est la Mais nous ne le distraction. faisons pas. Et ceci, et je terminerai par là, Oui. je ne peux pas ne pas penser que certains de nos gouvernants, ça arrange bien leurs affaires, que nos frères et sœurs et nos enfants dansent devant les caméras de TikTok, aillent que- s'abrutir Oui. dans des réunions de prière. Écoutez-moi bien, je considère que la spiritualité Bien est quelque sûr. chose de fondamental. C'est un point qu'on n'a pas pu aborder, mais on n'a dans pas pu d'autres aborder, émissions, mais- on viendra sur ce et point-là, donc, effectivement. En descendant cette question de compétences, Oui. des compétences africaines pour construire l'Afrique, la capacité d'un homme d'État Oui. est de pouvoir s'entourer de De cela. compétences, absolument. Et qui débouche sur la question de la formation, Oui, et surtout de la bien sûr. formation de la jeunesse. Bien sûr. Et qui débouche ensuite sur la question de l'éducation sociale. Bien sûr. Nous avons besoin de nous retrouver, Absolument. pour nous retrouver. Merci beaucoup. Merci. On me dit que nous avons dépassé largement, mais en quelques secondes. Mais En vraiment, quelques secondes. s'il vous plaît. Mais c'est le problème de la survie la survie du continent, pas, je dirais mieux, la survie de la race noire qui est en question. C'est ça. C'est la survie. Ce dont on a parlé là, Oui. c'était bien beau, mais c'est la survie. Bien sûr. Mais l'autre élément que je voudrais dire à titre d'espoir aussi, Oui. c'est que si la Chine a mis moins de 30 ans pour sortir 691 millions de gens de la pauvreté, avec moins de ressources, nous avons la possibilité et l'intelligence de le faire. Le dernier élément, ce que je voudrais dire, important, Oui. Mais la quelques Corée du secondes, Sud oui. n'a aucune ressource Oui. pour conquérir, pour acquérir de devises. Oui. Voilà ce qu'elle faisait. Elle a envoyé des Coréens travailler dans des mines en Allemagne, elle a envoyé des Coréens travailler pour veiller sur les personnes âgées dans d'autres pays, elle a vendu les cheveux de ces femmes, et c'est ça qui lui donnait les devises pour Ouais. pouvoir acheter des technologies, Les technologies. étrangères. La chute. Oui. Quand le général Park a décidé de créer la plus grande institution scientifique Ouais. et qu'il a fait venir un des Coréens, le Coréen a décidé de fixer le salaire à un certain niveau Oui. pour permettre que les savants puissent travailler. Le général Park a dit c'est très élevé et que c'était un salaire plus élevé que le sien. Ouais. Le directeur de l'institution lui a dit c'est le prix à payer, sinon je ne prends pas la direction de Oui, c'est ça a été l'institution. fait. Et général Park s'est aligné Bien pour sûr. que les salaires soient nettement supérieurs. Bien Ce qui résout le problème de la valorisation des compétences, n'est-ce pas? Avec Merci. une politique idoine. Merci, professeur. Merci à vous. Professeur, vous êtes une fierté. Et pour le continent, qui peut douter encore aujourd'hui de ce que le continent dispose des compétences? Il y en a plein. Il y en a plein. Et en Europe, aux États-Unis, partout. il Vous y en a aurez plein. raison quand Et si- on fera appel à ces Mais compétences-là. nous 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 retrouverons pour et en si parler. par hasard, les dirigeants du continent tombent sur cette émission, eh bien, chers dirigeants, utilisez les compétences, elles existent et elles sont exploitées par d'autres pays. En tout cas, merci à vous. Comment finir cette émission sans rendre hommage à nos agriculteurs, ceux qui triment sous le soleil et qui nous nourrissent malgré les conditions de vie et de travail difficiles. Comment finir cette émission sans rendre hommage à ces femmes vaillantes de nos marchés, du marché d'Assigamé, à Lomé, de Dantokpa, Cotonou, de Treichville, en De Côte d'Ivoire, de Bangui, en Bangui. Centrafrique, ces femmes qui se battent et qui
tiennent et qui nourrissent l'économie locale. Et nos mamans qui nous ont donné vie. Et qui nous ont donné vie, et qui s'occupent souvent des enfants dont elles ont seules la charge. Comment ne pas leur rendre hommage, comment ne pas rendre hommage à ces enseignants qui, malgré les salaires bas, malgré les conditions de vie difficiles, continuent d'enseigner nos élèves, nos enfants à l'école. Et même, parfois, dans certains pays, ils n'ont même pas le droit de grève, mais ils sont soucieux de l'avenir de leur pays et font quand même le travail. Enfin, le personnel soignant. Comment ne pas leur rendre hommage à ces gens à qui on ne donne pas toujours les moyens et qui sont très réduits, mais qui quand même s'occupent de nos malades, de nos femmes enceintes et qui les aident à accoucher. En tout cas, merci à chacun et à tous pour sa contribution à la problématique du développement en Afrique. Nous finissons cette émission sur une note positive. Nous restons optimistes, Nous restons optimistes quant à la capacité du continent à prendre en main son destin. Merci à vous. C'est donc à la fin, mesdames et messieurs, de notre émission. Le numéro de ce jour a été consacré à la problématique du développement en Afrique. Si vous voulez resuivre cette émission, allez sur www.nca-tv.com et surtout abonnez-vous massivement à notre chaîne. Merci à vous. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal.